transformée en femme pour honorer enfin le troisième genre amical. Merci Bernard, merci de m'avoir autorisé. Bravo. Donc après cette introduction musicale, on va pouvoir commencer la vraie rencontre avec Bernard. Merci d'être venu. Fonctionnement un peu particulier, ce soir on sera une heure et demie avec Bernard, donc il fera ça pour l'échange. Il est possible d'adresser des questions pendant la conférence à Bernard. Pour ça, il va suffire de prendre les petits papiers qui sont posés devant vous sur la première table et se faire passer le panier avec les papiers. On prendra vos questions et on essaiera de les poser pendant la rencontre si vous en avez. Et sans plus attendre, Antonin, je te laisse la parole. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux. Merci aussi à Bernard, c'est un vrai plaisir de t'accueillir à Strasbourg et dans ce joli lieu qui est le Blue Note Café. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es sociologue, économiste, historien, spécialiste de la sécurité sociale et tu es aussi surtout connu pour être un ardent promoteur et défenseur du salaire à vie, que tu nommes aussi salaire à la qualification personnelle. Et ma première question, elle consisterait peut-être à définir ce que c'est que le salaire à vie ou le salaire à la qualification personnelle, notamment en montrant les différences qu'il y a entre ce dispositif que tu imagines et qui existe déjà aussi concrètement, tu vas nous l'expliquer, et le revenu universel ou le revenu de base. Merci à vous tous et toutes, bien sûr. Oui, il existe déjà, hein. Nous l'avons vu pendant le confinement. Pendant le confinement, les fonctionnaires ont conservé leur salaire, hein, quoi qu'ils aient fait. Hein. Certes, les soignantes ont plus travaillé que d'habitude, mais beaucoup de fonctionnaires, comme les autres, étaient dans l'inactivité et pourtant ils ont conservé 100% de leur salaire. Et de manière atténuer tous les personnes qui avaient un CDI et un salaire correspondant à la convention collective ont conservé 84% de leur salaire. Et même des travailleurs indépendants qui payés à la tâche, ma foi, sans tâche, sont à poil, se sont vus attribuer, pour certains, 1 500 € par mois. On a donc fait une expérience massive, jamais à aussi grande échelle, des vertus du salaire attaché à la personne. S'il n'y avait pas eu ça, mais il y aurait eu, comme dans les années 30, hein, un effondrement économique. Le fait de poser comme un préalable à la vie sociale, et non pas comme un résultat après la production, mais comme un préalable à la production, le salaire, on a fait la démonstration de son efficacité. Et donc, poursuivre ce mouvement dont on a vu l'efficacité, c'est généraliser à tous les plus de 18 ans la situation du tiers d'entre eux. Hein. Sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes sur le territoire national, 17 ont un salaire à la qualification personnelle, hein, c'est-à-dire un salaire qui est un attribut de la personne et non pas du poste de travail. Dans le support des droits, ce n'est pas le poste de travail, ça c'est le cas de l'emploi privé. Hein. Dans l'emploi privé, c'est le poste de travail qui est le support des droits. Dans la fonction publique, c'est la personne même qui, à travers son grade, est titulaire de ses droits. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique, par exemple. Et aux 5 millions de fonctionnaires, il faut ajouter des conquis qui datent pour beaucoup de 1946, de la présence de ministres communistes au gouvernement, qui vont copier la fonction publique. Prenez Marcel Paul à l'EDF-GDF, dans le décret de juin 1946, il copie le statut de la fonction publique pour les salariés de l'EDF-GDF, qui ont un salaire à la qualification personnelle, mais c'est aussi le cas des cheminots, le cas de salariés d'EDF-GDF.
toutes des situations de travailleurs à statut, comme on dit, et qui font l'objet d'une haine de classe totale de la part de la classe dirigeante, bien sûr, hein, qui ne supporte pas que le salaire soit un droit politique, hein, non pas un truc qui se mérite en fonction de notre performance sur le marché des biens et services ou le marché du travail, mais un droit politique de la personne même. Ajoutons donc aux fonctionnaires, aux salariés à statut, la moitié des retraités, puisque, là encore, Croizat, en 1946, ministre communiste du Travail, créateur avec les militants de la CGT du régime général de sécurité sociale, étend aux salariés du privé la logique de la fonction publique, hein, en faisant de la pension de retraite, non pas la contrepartie de cotisation, ce qu'elle était jusque-là, hein, mais la continuation d'un salaire de référence. Hein. Peut-être ne savez-vous pas que sur les 340 milliards de retraites, de pensions de retraite qui sont versées aujourd'hui, 250 le sont sans tenir aucun compte des cotisations. Hein. C'est un calcul qui dépend d'un salaire de référence. Et donc, sur les 16 millions de retraités, vous en avez la moitié, 8, qui ont une pension supérieure au SMIC et qui entre 75 et 100% de leur salaire de référence. Donc nous sommes dans une situation de salaire continué également. Il faut ajouter une série de dispositifs qui délient également salaire et emploi autour de l'intermittence du spectacle. Enfin, on y reviendra sans doute plus longuement par la suite. Et des dispositifs qui, eux, continuent à lier les droits salariaux au poste de travail, mais qui indirectement les lient à la personne. C'est le cas de ce qu'on appelle le droit à carrière qui a été conquis par les syndicats dans des branches où ils étaient suffisamment en force, dans la métallurgie, la chimie par exemple. Quand un salarié change de poste dans cette branche, eh bien, c'est forcément pour un poste au moins aussi qualifié que le précédent, de sorte qu'il ne baisse pas en qualification. Donc on a déjà, quand on additionne, 17 millions de plus de 18 ans qui ont un salaire à la qualification personnelle. Ben, ma foi, passons à 100%, c'est bien ça l'enjeu. Hein. Faisons du salaire un droit politique. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment, avec le revenu de base. Le revenu de base, c'est au contraire une initiative de la classe dirigeante. Le salaire comme droit de la personne, il faudra réfléchir plus longuement sur ce que ça signifie du point de vue de la citoyenneté. Hein, mais on ne va pas tout de suite, il faut qu'on avance un peu. Je vais être donc le plus bref possible. Le salaire comme attribut de la personne fait l'objet d'une haine de classe totale. Hein. Macron a commencé son quinquennat en s'attaquant au statut des cheminots. Il est absolument déterminé à en finir avec la fonction publique. Prenez un exemple extrêmement simple. Hein. En août dernier, la loi qui suspend les soignants non vaccinés suspend aussi leur traitement, ce qui est une atteinte mais fabuleuse à la fonction publique. Hein. L'article 3 de la loi Le Pors, qui, autre ministre donc, a repris en 83 le statut de la fonction publique, l'article 3 dit bien tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, hein, pour la raison qu'encore une fois, un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est du point de vue de la valeur économique. Et donc, encore une fois, Macron a comme obsession d'en finir avec la fonction publique et de généraliser et d'en finir avec le salaire à la qualification en général. Prenons déjà tout ce qui se pratique pour les jeunes, hein, qui n'entrent pas du tout dans la vie active avec du salaire à la qualification. Ils sont sur des contrats de mission, des CDD divers et variés, ils sont payés à la tâche, qui est le cœur de la rémunération capitaliste, hein, payés à la tâche. L'enjeu pour la classe dirigeante, c'est de généraliser la rémunération à la tâche. C'est le cœur de la rémunération capitaliste, c'est on est rémunéré à la tâche. Et ça introduit évidemment une incertitude, un aléa
qui n'est supportable politiquement que si on est rassuré par un filet de sécurité universel. Le filet de sécurité universel, le revenu de base à 800 balles, mettons, c'est la condition sine qua non pour la bourgeoisie, pour en finir avec le salaire à la qualification personnelle. Et justement, sur cette question, avec Réseau Salariat, vous avez entrepris justement de démultiplier les champs dans lesquels le salaire à la qualification personnelle pourrait s'appliquer. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler cette rencontre vers une sécurité sociale de la culture, puisqu'on aimerait la tourner vers ce champ-là. Est-ce que tu pourrais nous dire justement pourquoi l'organisation capitaliste de la production culturelle en fait domine dans le champ de la culture, notamment par le régime de l'intermittence, et quelle voie on peut prendre pour justement s'en défaire? J'ai pas forcément de l'intermittence la lecture que tu en proposes. Alors certes, il y a la plaie des 507 heures, mais les occupations de lieux culturels pendant le premier confinement ont popularisé déjà un passage à 250 heures. Donc les 507 heures ont été le résultat de la Convention UNEDIC de 1979, qui est la convention la plus progressiste. Depuis, les conventions ont été de mal en pis, globalement. Et cette convention fait passer de 1040 à 520, divise par deux, donc le nombre d'heures pour que l'on conserve son salaire entre deux cachets, qui proclame donc ce qui est le cœur de la construction du chômage. Le chômage s'est constitué à partir de 58, des premiers dispositifs de l'UNEDIC, comme droit au salaire pour les chômeurs, pas du tout comme droit à l'emploi, comme droit au salaire. Ça rentre toujours dans la même lignée que ce qui se fait à la Libération, de dissocier le salaire de l'emploi, et de proclamer comme ayant droit au salaire des personnes sans emploi. Et sauf que jusqu'en 79, donc, la condition du maintien du salaire entre deux cachets était de 1040 heures par an, ce qui était considérable, et ça a été coupé en deux, c'est devenu 520, et puis avec les 39 heures, 507 quelques années plus tard. Et aujourd'hui, bien sûr, il s'agit de passer à 250 en attendant zéro. Donc, moi, je ne lis pas l'intermittence comme une manifestation capitaliste de la culture. Alors certes, l'intermittence est utilisée par un certain nombre d'entreprises culturelles pour ne pas embaucher à temps plein, ça c'est exact. Mais il y a et ça a été une des difficultés de la CGT d'ailleurs. La CGT, je vous renvoie au bouquin de Mathieu Grégoire sur l'intermittence du spectacle, 100 ans, un siècle de lutte, bilan d'un siècle de lutte. Il a repris toutes les archives des syndicats CGT de la culture depuis 1919 jusqu'en 2009, un truc comme ça, 2000. Et il a montré comment, de fait, la CGT était plutôt liée autour du plein emploi. Mais elle s'est, heurtée finalement à une forme d'aspiration des travailleurs de la culture à ne pas avoir d'employeur. Alors, ne pas avoir d'employeur, si c'est pour faire de l'ubérisation, c'est dramatique, bien sûr. Claude Didry, dans L'Institution du travail, un autre ouvrage très important de 2016, a très bien montré comment le Code du travail de 2010 est une avancée majeure
parce qu'il impose aux capitalistes d'être employeurs. Un capitaliste ne veut jamais être employeur, parce que la mise en valeur de son capital, surtout aujourd'hui avec la financiarisation globalisée, dépend de sa capacité à se mettre en valeur en changeant en permanence de lieu et d'activité. S'il devient employeur, il entre dans une espèce de carcan territorial avec un collectif, une production donnée qui ne sont pas favorables à la mise en valeur de son capital. Donc un capitaliste ne veut jamais être employeur. L'ubérisation, c'est la situation du capital avant 1910. 1910 impose aux capitalistes de devenir employeurs. Et donc on comprend que cette immense conquête de l'emploi, c'est-à-dire le fait que le droit du travail s'exprime ès-qualité et ne soit plus sous la couverture, les relations de travail sous la couverture complètement fictive du droit du commerce, du droit commercial, ce qui est le cas dans l'ubérisation, c'est le droit commercial qui assume les situations de travail à la place du droit du travail. Donc on comprend l'attachement de la CGT à la question de l'emploi et du plein emploi, mais d'une part, l'emploi a été dépassé. Nous sommes au-delà de l'emploi dans la fonction publique. Ce n'est pas le contrat de travail qui définit les droits des travailleurs. C'est leur grade qui est un attribut de leur personne. Ce qui, par parenthèse, interroge les propositions aussi bien de FI que du Parti communiste d'attribuer un contrat de travail à tout le monde. C'est une énorme régression par rapport à la fonction publique, où ce n'est pas le contrat qui décide des droits, mais la qualification de la personne elle-même. Donc, est-ce que c'est un droit au contrat qu'il faut généraliser ou un droit à la qualification? Ça, c'est un vrai problème. L'intérêt de la Convention de 79, c'est qu'elle proclame un droit au salaire à des personnes qui n'ont pas de contrat de travail. Disons, les personnels de la culture sont plutôt attachés à cette situation. Alors ensuite, il s'agit de les libérer des 507 heures. C'est là qu'il s'agit d'aller plus loin. On est passé 2040 à 520, puis 507. Encore une fois, il faut passer à 250. Et encore une fois, dans la perspective d'aller à zéro, c'est-à-dire d'attribuer aux personnes mêmes, en tant que personne, une qualification. Et là, c'est tout un enjeu de citoyenneté sur lequel il faudra qu'on revienne. Mais alors justement, Bernard, pour faire advenir tout ça, il faut du coup inscrire ces idées dans la lutte. Et selon toi, est-ce que la crise du Covid a été une opportunité, ou alors aurait pu être une opportunité? Je sais que tu n'es pas un grand défenseur de la solidarité, généralement. Tu t'es exprimé à plusieurs reprises en disant que des fois, ça posait problème de se poser seulement comme solidaire de quelqu'un qui serait vaincu d'avance. Est-ce que, selon toi, les luttes qui ont été menées dans le secteur culturel ont été efficaces et ont enclenché quelque chose qui pourrait faire advenir du mieux? Encore une fois, les occupations des lieux de culture pendant le premier confinement ont popularisé la proposition d'un passage à 250 heures pour l'intermittence, qui me paraît tout à fait positif. C'est comme étape. Ce qu'on préconise à Réseau Salariat, c'est une sécurité sociale de la culture qui donne un salaire à la qualification à tous les personnels de la culture, indépendamment du nombre d'heures de cachet qu'ils font, bien sûr. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, voilà, dans quelle mesure on peut voir cette production culturelle
comme une production comme les autres en fait. Qu'est-ce que ça permettrait, qu'est-ce que ça apporterait de socialiser cette activité culturelle au même titre que ce que vous proposez par exemple à Réseau Salariat sur l'alimentation ou sur le modèle de la fonction publique? Est-ce qu'on peut considérer cette production culturelle comme une production comme les autres? Je crois que c'est très important de la considérer comme une production comme les autres. L'exception culturelle, c'est ce qui a fait échouer le mouvement en 2003. Et heureusement que les personnels de la culture ont renoncé à se battre au nom de l'exception culturelle. Parce que se battre au nom de l'exception culturelle, c'est pas du tout fédérateur, parce que ça suppose que les autres sont des cons, ils sont pas exceptionnels. Alors je vois pas l'intérêt de se battre sur un mot d'ordre aussi absurde. Et les personnels de la culture l'ont bien compris. Aujourd'hui, ils se battent non pas pour l'exception culturelle, mais ils se battent comme étant ceux qui ont les statuts les plus favorables de tous les précaires. Et donc, c'est au nom des précaires qu'ils se battent, ce qui est infiniment plus efficace que de se battre au nom de l'exception culturelle. Il n'y a pas d'exception culturelle. Il y a tout intérêt, à mon sens, là je m'inscris aussi en faux contre des propositions qui disent, je ne sais pas quoi, la sécurité sociale du soin, ça ne se mesure pas, ça, c'est pas de la production. Il faut s'entendre sur le mot production, je pense, pour poser les personnels de culture comme des travailleurs. Bon, je pense que la plupart, en tout cas on verra ici dans le débat, la plupart sont revenus de la prétention de l'ineffabilité de l'artiste. Tout ça, c'est quand même du pipeau. Une des difficultés de la sécurité sociale de la culture, telle qu'on y réfléchit à Réseau Salariat, c'est est-ce que mettre en sécurité sociale la culture, comme on a mis en sécurité sociale le soin. Le modèle, c'est la mise en sécurité sociale du soin. Alors je rappelle, mise en sécurité sociale du soin, dans les années 60, pratiquement en 50, c'est zéro. Tous les soins de ville sont réservés à une toute petite minorité puisqu'ils ne sont pas remboursés. Les professionnels des santé ambulatoires ne sont pas conventionnés, donc il n'y a pas de remboursement. Donc c'est peanuts, il y a une petite fraction de la bourgeoisie qui accède aux soins de ville, mais le reste de la population, c'est dans des organismes publics du genre office d'hygiène sociale, centre de santé mentale, enfin, etc., médecine du travail, PMI, etc. Par ailleurs, à l'hôpital, jusqu'en 1941, seuls les indigents peuvent aller à l'hôpital. Alors évidemment, dans les années 50, on dépend encore de cette réservation de l'hôpital public aux indigents. Ce n'est pas des lieux de haute technicité, globalement. Et donc, il s'opère une mutation absolument formidable dans les années 60 qui va se faire moyennant un investissement considérable, mais assumé par la hausse des salaires. Pas d'appel au marché des capitaux, pas de partenariat public-privé. La hausse des salaires sous forme de monnaie marquée, une monnaie marquée, c'est-à-dire une monnaie qui n'est consommable qu'auprès de professionnels conventionnés, donc sous forme de cotisation qui va à l'assurance maladie. Dans les années 60, la hausse des salaires ne concerne pas exclusivement le salaire direct, mais concerne massivement le taux de cotisation, et donc la partie marquée de la monnaie, comme on dit, celle qui ne va pas sur le compte en banque, celle qui n'est pas utilisable universellement, qui est auprès de conventionnés. Et cette socialisation du salaire en monnaie marquée va permettre à l'assurance maladie,
bien, de subventionner l'investissement sans qu'il y ait aucun crédit ni remboursement à faire. Et des soignants qui soignent pour soigner, c'est pas pareil que des soignants qui soignent pour rembourser une dette. Les premiers font de la clinique, ils sont maîtres de leur travail. Les seconds ont perdu la maîtrise de leur travail au bénéfice des gestionnaires qui leur imposent des protocoles. C'est tout à fait dramatique. C'est l'évolution du système hospitalier actuel. Donc, la suppression du crédit pour l'investissement, son remplacement par une hausse des salaires qui permet de subventionner l'investissement, le fait que les personnels hospitaliers soient fonctionnaires, donc soient libérés du marché du travail, tout ça va avoir un effet archi positif. Enfin, nous aurons pendant plusieurs décennies le classement numéro 1 dans le système de santé mondial. Bon, il y a des limites dans ce classement, mais enfin, c'est quand même pas du tout la situation actuelle, qui est une situation largement dévastée. Et donc, s'inspirer du modèle de sécurité sociale de la culture, du soin pour la culture, c'est faire la même chose, mais ça, ce sera dans l'objet de la suite du débat. Mais vous voyez que le soin, c'est une activité de production. Évidemment, dès lors qu'elle échappe à la logique capitaliste, toute la propagande va être de dire que c'est une dépense, dépense de santé, bien sûr. Parce que la digue que va poser la bourgeoisie contre la hausse des cotisations qui permet cette montée en puissance d'une production sans capitaux, sans dette, libérée du marché du travail, près d'une production communiste du soin, la digue, ça va être de geler les cotisations. Les cotisations à l'assurance maladie n'ont pas bougé depuis 1979, alors qu'elles ont doublé entre 1945 et 1979. Elles sont passées de 8 à 16% du salaire brut. On est toujours à 16%, et encore avec une partie qui est transformée en CSG. Donc évidemment, du coup, on a un endettement hospitalier, etc. Bon, la digue qu'a mise donc contre cette production de soins, le capital, a été aussi une digue idéologique, en disant c'est pas de la production, c'est de la dépense. Et il y a une certaine façon de dire ah mais oui, mais le soin ça ne relève pas, la santé ça ne relève pas du calcul, ça n'a pas pour but d'être productif, etc. Adhère finalement à cette aliénation. Et c'est la même chose de dire que la culture ne relève pas de la production. La culture, bien sûr qu'elle relève de la production. Qu'est-ce qui distingue le travail productif de l'activité? L'activité, c'est lorsque nous réagissons à notre environnement et nous passons l'essentiel de notre vie éveillée à réagir à notre environnement, nous sommes actifs. Mais au travail, c'est autre chose. C'est lorsque nous ne sommes pas simplement, comme l'ensemble des vivants, réactifs à notre environnement. C'est lorsque nous assumons notre vocation d'espèce humaine. Là, je vais me faire mal avoir des antispécistes, mais je précise d'emblée que j'estime qu'il y a une vocation spécifique de l'espèce humaine, en étant parfaitement au courant, bien sûr, de tout ce qui s'écrit aujourd'hui sur l'incroyable capacité du vivant à s'adapter à l'environnement, ça bien sûr. Et nous sommes des vivants parmi d'autres, mais des vivants parmi d'autres qui ont une responsabilité, pas seulement de s'adapter à l'environnement, et de faire avec un monde fini. Dire le monde est fini, on fait avec, c'est une immense démission collective. Non, le monde n'est pas fini, bien sûr. Et notre espèce a, sans commune mesure avec les autres vivants, une capacité d'entretenir avec le reste du vivant et la nature un rapport réflexif qui fasse jaillir l'inouï dont le vivant est porteur. Et la culture fait partie de ce jaillissement de l'inouï. Ce n'est pas par de l'activité de réaction à mon environnement qu'on va faire ça. Ça suppose une mobilisation spécifique du travail, c'est-à-dire
une, une, une inscription dans la division internationale du travail, une mobilisation de la science, de la technologie, de l'organisation, qui n'a rien à voir avec l'activité. Hein. Et certes, hein, une des difficultés, des questions que pose une sécurité sociale de la culture, c'est est-ce que la sécurité sociale de la culture, ça doit être un dispositif qui soutient la production des professionnels de la culture, c'est-à-dire ceux qui font un travail, hein, et pas simplement une activité. Hein. Moi, je fais des conférences gesticulées, c'est pas du travail. Hein. Quand je regarde les pièces de théâtre qui sont tirées de mon boulot, en attendant Friot, Amargier, etc., j'ai devant moi des personnels à côté desquels mes gesticulations sont dérisoires. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de spécificité de la production artistique. Mais en même temps, il y a bien une spécificité, il y a bien un travail artistique, il y a bien une production qui mobilise des ressources et des capacités spécifiques. Mais la sécurité sociale de la culture, est-ce que c'est solvabiliser un public pour cette production-là, hein, et un public qui va être consommateur de la production, ou est-ce que c'est multiplier les lieux où des profanes ne s'autorisent que d'eux-mêmes pour faire œuvre d'art. La question existe et je ne saurais pas trop y répondre quant à moi, hein, sauf à dire que la conférence gesticulée, c'est pas du théâtre. Tu parlais du conventionnement tout à l'heure, qui permettrait de sortir aussi de la logique marchande de la production culturelle. Après, je sais aussi que le marché peut aussi être considéré comme un moyen d'émancipation pour l'artiste d'un point de vue historique, dans le sens où il a permis à des musiciens à la fin du XVIIIe siècle de sortir d'une certaine vassalité aussi par rapport à leurs financeurs. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on voit bien ces dérives. Il y a une starification, une vedettisation de quelques-uns qui ramassent tous les cachets et qui laissent aussi les autres dans des situations très très fragiles des fois. Quel est le rapport que tu entretiens avec le marché ? Est-ce qu'il faut en finir absolument avec le marché ou est-ce qu'il faut que ce soit un marché mieux régulé, disons ? Parce que quelquefois, les réponses sont factuelles. Hein. Quand on regarde les statistiques des ressources des professionnels de santé, des professionnels libéraux, hein, ceux donc qui relèvent d'un marché de la santé qui est régulé par un conventionnement entre les professionnels et l'assurance maladie qui définit les actes et le prix des actes. C'est bien un marché. Hein. La carte vitale, c'est de la monnaie. Hein. Ce n'est pas de la monnaie dépensable universellement comme la monnaie qui est sur le compte en banque, mais c'est bien de la monnaie qui paye des actes hospitaliers ou des actes ambulatoires. Lorsque l'on regarde les statistiques sur les ressources des personnels, ambulatoires de santé, la santé de ville, les libéraux, alors ce sont des revenus bruts hein, qui incluent les cotisations qui seraient des cotisations employeurs en cas de salariés. Là, on a des libéraux dont les ressources brutes, super brutes, on va dire, sont entre 50 000 et 150 000 euros par an. Ça n'a rien à voir avec les ressources que génère le marché du graphisme, par exemple. Hein. Les graphistes, les auteurs... Hein, relèvent du droit d'auteur, hein, d'accord ? Ils ne relèvent pas du statut d'intermittence, ils ne relèvent pas non plus d'un régime de convention avec l'assurance maladie. Bon, là, vous avez 3% de nababs qui sont milliardaires et puis 97% de crèvent la faim.
Mais prenez les architectes, prenez les juristes, prenez les commerçants, tous les travailleurs indépendants sont pris dans une logique qui est majoritairement quelques richissimes et puis des tas de gens qui font autre chose à côté parce qu'ils ne pourraient pas vivre de leur activité libérale. Nous avons inventé précisément non seulement l'hôpital où là on a des salariés fonctionnaires classiques, mais la convention qui relève d'hôpitaux qui sont eux-mêmes conventionnés. La convention, elle vaut pour toute la production de soins, bien sûr. Hein. Mais la convention de libéraux qui finalement les a libérés du marché sans supprimer le marché. Hein, parce que la négociation, hein, la tarification des actes, etc., permet une régulation du marché qui s'est révélée avec des effets négatifs, mais quand même globalement très intéressants. Donc il ne s'agit pas, à mon sens, nécessairement de supprimer le marché, hein, mais de le réguler par un peu sur le modèle de ce qu'on a en matière de soins. Hein, par exemple, disons. L'année dernière, donc, pendant le confinement, tu intervenais au cinéma La Clé, justement, qui se propose comme à Paris, dans le 5e, hein, qui se propose comme une alternative non marchande qui viserait justement à sortir de cette logique de la marchandisation. Est-ce que ces alternatives-là suffisent? Est-ce qu'on peut partir de ces alternatives? Encore une fois, la sortie de la production culturelle de la logique capitaliste, ça repose forcément sur des ici et maintenant alternatifs. Je ne sais pas quoi, le Blue Note Café ou tout ce qu'on veut imaginer, bien sûr. Hein. Donc, on ne peut pas espérer initier vraiment une production, qu'on va dire, communiste de la culture à partir de... Enfin, s'il n'y a pas des prémices microéconomiques de la chose un peu partout. Hein. Donc tout ce qui permet de faire vivre une production alternative de la culture dans des tiers-lieux, ou etc., est bien sûr nécessaire. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que la marge, parce que c'est en marge du coup, hein, la marge n'a jamais dérangé le cœur, jamais. Au contraire, la marge, elle sert de, si elle reste marginale, elle sert d'alibi et de faire valoir à la culture capitaliste. Donc, et ce n'est pas la fédération de marge qui va faire bouger la chose. Hein. Si on veut sortir, par exemple, de la logique désastreuse du droit d'auteur, l'édition, le graphisme, etc., si on veut sortir la production théâtrale des dispositifs de choix entre un nombre extrêmement réduit de personnes dans des dispositifs nationaux, etc., enfin dans des centres dramatiques nationaux, etc., ça suppose des institutions macro qui sortent toute cette marge de la marginalité. C'est pour cela qu'on propose en quelque sorte de copier, mais ça pose des problèmes spécifiques, hein, il faudrait que ça vienne en débat ce soir. On propose en quelque sorte de transposer à la culture ce qui s'est fait en matière de soins. C'est-à-dire de socialiser, enfin de pratiquer une hausse des salaires, non pas en monnaie qui va sur le compte en banque, mais en monnaie marquée, et qui fait qu'elle servira
à financer, mais à hauteur suffisante, tout comme on l'a fait pour le soin, à financer une production alternative de la culture. En partir des lieux innovants qui existent aujourd'hui, bien sûr, mais en les sortant de la marge, c'est ça le jeu. Parce que la clé, il s'est trouvé un CE d'une, je ne sais plus trop quoi, de la caisse d'épargne, pour vouloir s'en emparer. Je sais pas. Et puis ensuite, je ne sais plus quel autre salopard a voulu aussi prendre le truc. Pardon, SOS machin, enfin bref. Donc, le fait de poser la culture comme un travail, premièrement. Deuxièmement, de pratiquer une hausse des salaires en monnaie marquée, ce qu'on a fait dans les années 60 pour le soin, qui permettent de conventionner, alors sur des critères à discuter, bien sûr, des professionnels enfin, c'est là qu'encore une fois se pose la question, c'est pour ça que je suis un petit peu hésitant. On est hésitant actuellement à Réseau Salariat sur cette question. Est-ce qu'une sécurité sociale de la culture, c'est d'offrir à des professionnels qui aujourd'hui sont marginaux un marché qui va les sortir de la marge et qui va leur permettre de concurrencer, je ne sais pas quoi, le 104 et tous les lieux où le grand capital recycle son argent sale dans la culture, enfin, toutes ces ordures-là. Est-ce que, encore une fois, il s'agit d'offrir un marché à des professionnels qui les sortent de la marge, et non seulement un marché, mais un statut, c'est-à-dire les faire entrer, comme on l'a fait pour les soignants, dans une logique de salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire que tous les professionnels conventionnés auraient un salaire à la qualification personnelle. Là, on sort complètement de l'intermittence. On a des personnes qui n'ont pas de contrat de travail, mais qui ont un salaire. C'est vraiment décisif, cette affaire. Le salaire qui devient un attribut personnel. Il faut qu'on reprenne la réflexion sur ce que ça veut dire, un salaire comme attribut de la personne, moi, je pense. Et où, c'est là que la question se pose, est-ce qu'une sécurité sociale de la culture, c'est de multiplier les lieux qui permettent à des profanes d'avoir une pratique de la culture. Donc, est-ce qu'on fait une sécurité sociale de la culture avec une carte vitale qui permet à des profanes de consommer de la culture produite par des professionnels? Ça, c'est vraiment... On est des professionnels conventionnés. Là, on est dans la pure transposition de la sécurité sociale du soin. Ou est-ce que... on étend, disons, le champ des possibles de la culture du côté des profanes en subventionnant des lieux qui permettent une production culturelle par des profanes. Moi, je ne sais pas que penser. Je souhaiterais vraiment que ce débat m'aide à avancer sur ce point. Mais encore une fois, je sais pour le pratiquer l'énorme différence entre la conférence gesticulée que je fais et... les pièces de théâtre consacrées à mon travail. Ce sont deux choses différentes et il y a bien une spécificité du travail de culture avec des professionnels de la culture. Et en même temps, j'entends l'argument qui consiste à dire mais la culture, ça doit être le fait de tout le monde, il s'agit que tout le monde devienne acteur de la culture. Là, je ne sais pas comment m'y reconnaître, je dois dire. Mais j'attends que vous m'aidiez. C'est justement là-dessus. Le conventionnement, ce que j'aime bien avec cette idée aussi, c'est qu'elle redonne du pouvoir démocratique aussi aux acteurs concernés qui choisissent eux-mêmes qui ils vont conventionner.
pour la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée, ça va pas être de conventionner de la grande distribution, par exemple. Ça va être de conventionner des producteurs locaux, circuits courts et raisonnés. Par contre, pour la culture, est-ce que c'est aussi facile à faire que pour l'alimentation, justement, et comment on s'y prend pour accepter aussi que la culture, on peut se faire l'idée que la culture, quelque part, c'est aussi un mouvement qui est à chaque fois contre un certain académisme, contre une certaine corporation, où c'est des gens qui sont marginaux, qui ensuite deviennent célèbres et reconnus. Alors comment on fait pour gérer toute cette frustration-là qui va être inhérente dans l'institution ? Célèbre et reconnu, c'est quoi cette histoire? Attends, je comprends pas bien. C'est-à-dire, je pense que ça peut générer beaucoup de frustration que de conventionner des artistes et puis pas d'autres. Comment on fait pour que l'institution prenne ça en charge, cette frustration, justement? Oui. Non, il faut que les critères de conventionnement soient en permanence politiques, que ce soit les intéressés eux-mêmes et le public, etc., qui participent aux décisions. Bien sûr, tout ça, on aborde assez longuement ça avec Lordon dans le bouquin, En travail, conversation sur le communisme, qui est paru l'an dernier à la Dispute. Mais c'est pas tellement à ça que je voulais répondre qu'à redis voir le début de ton intervention. C'était par rapport à la souveraineté des acteurs, justement, qui décident de qui ils vont conventionner et qui ont du coup une certaine indépendance et une certaine liberté là-dedans. Oui, concrètement, comment pourrait se faire une sécurité sociale de la culture? Bon, on a tous vu pendant le confinement qu'il faut augmenter de 500 € le SMIC. Bien. Passer à l'époque, c'était 1200 à 1700. Bon. Si vous augmentez le SMIC de 500 € en monnaie marquée, non pas en monnaie qui va sur le compte en banque, mais en monnaie marquée, une monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. Si et pour que cette monnaie marquée ne soit pas une monnaie liée au bas salaire, parce que là ce serait tout à fait dramatique, mais que tous les salaires aient 500 € en monnaie marquée, non pas par hausse des salaires, mais mettons les salaires à 3500 €, ben ce serait 3000 en monnaie universelle qui va sur le compte en banque et 500 en monnaie marquée. On retirerait 500 € pour le mettre en monnaie marquée. Enfin, les personnels auraient toujours 500 €, 3500 €, mais 500 € ne seraient dépensables qu'auprès de personnels conventionnés. Et puis, entre 1700 et 3500 €, les 500 €, ce serait pour partie hausse du salaire, pour partie conversion du salaire de monnaie universelle en monnaie marquée. Si tous les salaires sont augmentés de 500 €, nous créons 400 milliards. 400 milliards de monnaie marquée, c'est-à-dire que actuellement, toutes les prestations sociales, c'est 700 et quelques milliards. Donc on augmente massivement ce qui va à la sécurité sociale. Si les personnes ne consacrent par exemple que 100 de ces 500 € à de la culture, on crée un marché réservé aux conventionnés, puisque seuls les professionnels conventionnés seraient éligibles à cette monnaie. On ne pourrait pas utiliser ces 100 € pour aller à Disneyland, d'accord, ni pour aller à l'opéra, mettons, seraient conventionnées des opérations aujourd'hui marginales. Bon, nous créons un marché de 80 milliards. Vous voyez, ça change tout, ça change complètement la donne. On n'est pas dans la marge. On sort tous ces alternatifs de la marge. Et
avec ces 80 milliards, on peut à la fois subventionner des investissements, des lieux, etc., et puis payer à la qualification personnelle les personnels, hein, qui ne sont plus payés au cachet, hein, ni à l'emploi, mais qui sont payés en tant que personne, hein, avec un salaire qui est à vie. Bon. Donc, voilà une solution possible qui ne fait que transposer, hein, dans l'ordre de la culture ce que l'on a fait dans l'ordre du soin. Et qui en plus sauvera ce qu'on a fait dans l'ordre du soin. Parce que ce qu'on a fait dans l'ordre du soin est tellement anticapitaliste, tellement communiste, qu'encore une fois, la classe dirigeante s'est employée à le saper, à détruire l'appareil de santé. Pour elle, c'est une volonté déterminée. Et nous ne pourrons le sauver que si nous étendons sa logique à d'autres secteurs, hein, donc l'alimentation, la culture, etc. Mais vous voyez que la limite de cette proposition, dont on voit bien l'intérêt en soi, hein, les personnels de santé, les personnels de la culture, je veux dire, sont libérés des 507 heures complètement, ils ont un salaire à la qualification personnelle, enfin, etc. Les lieux n'ont pas à s'endetter puisqu'ils sont subventionnés, enfin, etc., etc. Les délibérations de fait sont des délibérations au niveau territorial adéquat et dans des instances adéquates, dans lesquelles il y a à la fois les personnels de la culture, le public, des élus, enfin, peu importe. Ça, c'est pas peu importe, non, mais je veux dire que c'est pas à moi de le dire, hein, c'est à la vie qui en décidera. Les critères de conventionnement, pareil, il s'agit bien sûr que ce soit des lieux, des occasions de grands débats politiques. Vous voyez qu'on sort complètement de la marge toutes ces initiatives alternatives. Sauf qu'on continue à faire de la culture une affaire de professionnels et qu'on ne fait pas droit à cette autre dimension, hein, qui est le fait de créer des lieux et des institutions qui permettent à tous de s'inscrire dans la production culturelle. Encore une fois, je ne suis pas au clair du tout là-dessus. Hein, parce que comme professionnel de la recherche, je sais que tout le monde n'est pas chercheur. Il faut arrêter de nous idées. Et donc, j'ai tendance à penser que tout le monde n'est pas en capacité de faire de la culture. Mais ça se discute, donc causons-en. Et justement, deux questions qui nous viennent du public et qui permettent de rebondir sur les moyens de réaliser cette sécurité sociale de la culture. La première, qui concerne la coopérative. Pensez-vous que c'est un moyen collectif de se réapproprier le salariat, donc sur la coopérative, comme moyen de réaliser justement... Et puis une deuxième question sur le prix unique du livre. Est-ce une forme de régulation qui s'approche de cette sécurité sociale de la culture ? Ah bah oui, prix unique du livre, ça bien sûr. Hein. On voit bien justement l'intérêt, hein, d'avoir des dispositifs réglementaires, des dispositifs négociés, en fait, etc. C'est ce qui a quand même largement soutenu, disons, la production éditoriale et la diversifiée et la librairie. Sur la première question qui portait sur les coopératives, mais oui, bien sûr, hein, mais à condition de sortir les coopératives de la logique dans laquelle elles sont pour le moment, qui font qu'elles restent quand même un système très très dominé. Hein. Prenez des coopératives très emblématiques comme la Belle de l'Aude pour les glaces ou pour le thé 1336. Elles sont complètement cadenassées dans la logique capitaliste. Il s'agit donc, encore une fois, toutes ces entreprises à statut juridique nouveau, je pense aussi aux SCIC, les SCIC sont tout à fait intéressantes, hein, les SCIC sont des dispositifs également très intéressants, sortent de la marge. C'est pour cela qu'il faut qu'elles s'appuient, encore une fois, sur une institution macro. Hein. Une institution macro qui soit 80 milliards pour une culture alternative. Hein. Encore une fois, c'est pas... Là, on est à... mais on a su faire pour la santé, on a su créer 250 milliards pour une santé alternative. Donc on peut parfaitement... Enfin, pour une production de soins. On ne produit pas la santé, bien sûr, mais pour une production de soins alternative. Donc on saura bien créer 80 milliards pour une production de culture alternative.
dans laquelle des coopératives, des SKIC et autres pourront se déployer, hein, évidemment. On a d'autres questions qui ne concernent pas directement la sécurité sociale de la culture, mais plutôt le salaire à la qualification personnelle en général. Donc, la qualification n'est-elle pas un critère inégalitaire dans la mesure où la reproduction sociale pousse les élites aux meilleurs postes et aux meilleures qualifications? Et une autre qui peut aussi un petit peu aller dans le même sens et montrer des limites, vous nous expliquerez pourquoi ou pourquoi pas, du salaire à la qualification. 4 grades de 1 500 à 5 000 euros est souvent perçu comme presque dictatorial. Expliquez pourquoi ce n'est pas le cas. Voilà ce que vous demande le public. Alors, attribuer à tout le monde à 18 ans 1 700 euros, c'est sur aucun critère, strictement aucun. Hein. C'est un droit politique de la majorité. Donc là, nous continuons à changer le sens du salaire. Dans le capitalisme, le salaire, c'est une rémunération à la tâche qui ne me reconnaît comme travailleur qu'à la mesure des tâches validées que je suis en train de faire. Et la forme canonique de mise au travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. Le travail indépendant, c'est la forme canonique du salaire capitaliste. On voit bien avec la promotion du travail indépendant aujourd'hui, toute la logique capitaliste dont il est porteur. Donc, le salaire à la qualification personnelle change complètement le sens du salaire. Hein. Le salaire, ce n'est pas la reconnaissance d'une activité socialement validée, puisqu'il est attribué à 18 ans jusqu'à la mort. C'est l'affirmation par un droit que tout majeur est en capacité et en responsabilité de la production. La bourgeoisie, quand elle était classe révolutionnaire, a posé un acte inouï, qui est la Déclaration des droits de l'homme d'août 89, que les hommes, on disait à l'époque les hommes, on dirait aujourd'hui les humains, naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est une affirmation qui n'avait encore que très peu de réalité, et qui prenait complètement à contre-pied tout l'imaginaire et toutes les institutions de l'aristocratie, de la féodalité, où personne ne naissait et ne demeurait libre et égaux en droit. Bien sûr que non. Donc là, on a une affirmation considérable qui va permettre, dans des luttes qui ont duré pendant 150 ans, en gros, jusqu'au droit de vote des femmes seulement en 1944, qui va permettre d'affirmer à travers le suffrage universel une abstraction, le citoyen. Le citoyen, c'est toute personne majeure qui est posée comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Quelles que soient ses compétences, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est un droit politique dès lors que c'est ça qui définit la majorité, c'est la capacité et la responsabilité de la chose publique qui s'exprime dans un droit de suffrage. Cette nouveauté inouïe, nous avons aujourd'hui à l'enrichir. Et nous sommes en train de le faire en dénouant le salaire de l'activité, ce qui a été vraiment le cœur de toute la bataille sur le salaire au XXe siècle. Dénouer le salaire de l'activité pour l'attribuer à la personne. Et dont j'ai donné une manifestation vraiment éclatante pendant le confinement, maintien à 100% du salaire des fonctionnaires. Cette entreprise-là, elle change complètement la signification du salaire. Ce n'est pas la reconnaissance que je suis en train de travailler, pas du tout. C'est l'affirmation par un droit politique que tout majeur est en capacité et en responsabilité de la production. On enrichit la chose publique de la production. Aujourd'hui, dans le capitalisme, la production
elle est totalement exclue de la politique. La chose publique, c'est les institutions politiques. Mais la production en est exclue. Alors, quand on rentre sur un lieu de travail, la politique est exclue. Le travail est exclu de la politique. La création monétaire est exclue de la politique, enfin, etc., etc. Prétendument, en fait, c'est la politique de la bourgeoisie, bien sûr. Mais il s'agit donc d'enrichir notre postulation de capacité et de responsabilité de la chose publique de la production. Et donc le salaire, ça devient un droit de la personne qui est automatiquement attribué à vie pour son premier niveau à 18 ans. Ça ne signifie pas que toutes les activités qui vont suivre, que va faire cette personne, seront du travail. Je tiens, moi, personnellement, à ce que beaucoup d'activités ne soient pas du travail, c'est-à-dire ne relèvent pas de la valeur économique. Beaucoup d'activités doivent rester dans l'ordre de la gratuité, du symbole, de la relation interpersonnelle, enfin, etc., etc. Mais je tiens aussi à ce qu'une partie de nos activités soit du travail, que nous ne soyons pas dans la démission collective de faire une société de l'activité sans travail, sans valeur, sans monnaie, où on est dans la réaction à notre environnement. Il s'agit donc, il y a là pas de méritocratie, il n'y a pas de critères, puisque tout le monde à 18 ans a le premier niveau de qualification. Alors ensuite, la question se pose, bien sûr, de la montée en qualification, qui en quelque sorte est contradictoire avec ce que je viens de dire. Si le salaire est un droit politique, qui est au cœur de la citoyenneté communiste, une citoyenneté de souveraineté sur le travail, par les travailleurs eux-mêmes, de même qu'il n'y a pas de vote plural, pourquoi est-ce qu'on aurait des salaires différents ? Pourquoi une hiérarchie des salaires ? Il y a donc bien une contradiction entre la proposition de hiérarchie des salaires et la proposition de faire du salaire le droit politique qui vient enrichir la citoyenneté. Ben oui, il faut assumer cette contradiction. Le communisme, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas une société sans pouvoir, sans violence, sans classe. Je ne crois pas au ciel. Le communisme, c'est le mode de production qui succède au capitalisme dans un mouvement réel, comme disent Marx et Engels, de sortie de l'état des choses. C'est empirique, le communisme. J'ai donné quelques exemples, le statut de la fonction publique, le régime général de sécurité sociale à sa capacité à faire des retraités des travailleurs et pas des anciens travailleurs, ou j'ai pas parlé par exemple des parents qui deviennent des travailleurs dans la loi d'août 1946, puisque les allocations familiales deviennent du salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi, par définition. Et donc, cette dissociation du salaire et de l'emploi qui est au cœur du statut nouveau. Alors, pourquoi plusieurs salaires ? Pour une raison empirique et pour une raison de fond, à mon avis. Pour une raison empirique, totalement pragmatique, c'est que nous n'avons aucune garantie, mais aucune, que les trajectoires individuelles seront cohérentes avec les besoins sociaux. Il faut donc avoir un instrument d'orientation des trajectoires individuelles qui ne soit pas le contingentement, je ne sais pas quoi, moi. Et là, l'outil monétaire est un très très bon outil. Et des personnes qui accepteraient de faire des travaux qui seraient socialement nécessaires mais pas spontanément choisis, seraient davantage payées, auraient une montée en qualification plus rapide, par exemple. D'accord. Et puis la deuxième raison qui milite, à mon sens, mais à Réseau Salariat, il y a des camarades qui sont absolument contre la hiérarchie des salaires, entre autres parce que dès qu'il y a hiérarchie, il y a domination masculine. Et donc si on est très sensible aux arguments féministes, on va être très très réticent vis-à-vis de la hiérarchie des salaires, et je l'entends tout à fait. La deuxième raison, c'est que il me semble
un peu comme, je ne dis pas comme historien de la chose, mais enfin pour avoir quand même réfléchi à nos expériences historiques sur la question, que la hiérarchie des salaires, enfin que la monnaie est un moyen d'objectivation des rapports interpersonnels qui permet d'assumer de façon un peu distanciée les rapports de pouvoir. Et que si il n'y a pas de hiérarchie monétaire sur les lieux de production, les rapports de pouvoir vont s'exprimer autrement, mais plutôt pire. Parce que la monnaie, elle, encore une fois, elle est un instrument d'objectivation de ces rapports de pouvoir. Et donc c'est pour cela que je suis favorable à une hiérarchie de 1 à 3. Bon. Alors, quels sont les critères du conventionnement, de la qualification? Quels sont les jurys qui qualifient? C'est là qu'on entre dans le débat, dans la politique. C'est pas moi qui vais le dire. C'est pas moi qui. Je suis pas un réformateur social qui a des projets. Hein. Ça va devenir le lieu de la lutte de classe, cette affaire-là. Hein. Il faudra que ça reste en permanence politique. Par exemple, en aucun cas lier la qualification au niveau de diplôme. Si vous liez la qualification au niveau de diplôme, bonjour à la perpétuité de la méritocratie scolaire, dont on sait très bien qu'elle est tout sauf légitime. Et donc il s'agit que, par exemple, qu'il n'y ait aucun lien entre le diplôme et la qualification. Que des gens sans diplôme puissent avoir plus de qualifications que des gens avec diplôme, etc. etc. La qualification, nous ne sommes pas dans l'ordre de la production de travail concret et de valeur d'usage. La qualification, ça c'est la certification qui assure qu'on sait faire telle valeur d'usage, qu'on sait faire un film, etc., etc. Bon, la qualification c'est autre chose. Ça veut dire qu'on contribue à la production de valeur, pas à la production de valeur d'usage, à la production de valeur économique. Bon, il faut que les critères de la qualification soient des critères en permanence débattus, en permanence politiques, bien sûr. Mais ce n'est pas à moi ici de dire quels doivent être les critères. Encore une fois, je ne suis pas Fourier ni Owen. Pour terminer cette première partie de l'échange, avant de vous laisser la parole à vous qui êtes là ce soir, il y a quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup dans tes travaux, c'est cette question du déjà là. Alors, on a envie de te poser comme question, pour fonder cette sécurité sociale de la culture, sur quoi se baser? Il y a une question qui vient du public. Est-ce que le Pass Culture, par exemple, donc ce dispositif qui vise à donner à tous les lycéens une somme, une forme de monnaie marquée qu'ils pourront dépenser dans des dépenses culturelles, est-ce que c'est un déjà là vers la sécurité sociale de la culture? Est-ce que tu en vois d'autres? Encore une fois, une sécurité sociale de la culture, elle dispose effectivement d'une monnaie marquée qui n'est consommable qu'auprès de personnel conventionné. Hein. Et donc là, c'est là que la différence avec le Pass Culture est importante, parce que le Pass Culture, il est dépensable partout, je suppose, non? Il faut s'adresser à un personnel conventionné. Alors il faudrait demander aux lycéens dans la salle, puisque c'est la première année que ça a été que c'est mis en place, il me semble. Mais il me semble que on ne peut le dépenser que dans un secteur conventionné. Ouais. D'accord. Bon, dans ce cas-là, c'est une forme d'hommage du vice à la vertu. Effectivement, la question du déjà là est extrêmement importante. Hein. Moi, je ne suis pas anticapitaliste, je suis communiste. Et je le suis en particulier depuis que j'ai regardé ce qu'ont fait les communistes en 1946. En 1945, tout de la Sécu existe, absolument tout. Hein. Il ne se crée rien en 1945. Hein. Vous connaissez la saga, hein. Il était une fois les ordonnances de 1945 qui, sous l'égide du CNR, dans l'Union des communistes gaullistes, ont créé la sécurité sociale parce que la CGT avait 5 millions d'adhérents, le Parti communiste 30% des voix, l'armée de l'URSS, le patronat déconsidéré pour conventionnement. Vous connaissez la chanson. D'accord. C'est un mythe absolu. C'est un mythe dans lequel le 45 fantasmé, puisqu'il ne se passe rien en 45, est là comme un sarcophage sur Tchernobyl, vous voyez. C'est un sarcophage sur 46. Hein. Tout se joue en 46. Et 46, c'est une subversion de la Sécu. Ce n'est pas la Sécu.
Ce qui se passe en 1946, c'est une subversion de la Sécu. C'est une subversion, mais à partir d'un déjà là. Le cœur de la Sécu, en 1946, vous avez plus de 1000 caisses, en 1945, vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale, plus de 1000, d'accord ? Vous avez 70 000 travailleurs qui sont salariés de ces caisses. 70 000, c'est pas un petit machin, c'est un énorme machin, la Sécu, qui, quand on regarde son histoire, a été créée par les patrons entre 1880 et 1940. C'est une création patronale. Quand on nous fait du baratin sur, je sais pas quoi, les mutuelles ouvrières qui seraient à l'origine de l'assurance maladie, tout ça, c'est du pipeau, absolu. Le cœur de la Sécu, en 1945, ce sont les allocations familiales, qui représentent entre 50 et 60% des prestations. Prestations de santé, c'est rien, pour les raisons que j'ai dites. Les libéraux ne sont pas conventionnés, donc ça ne coûte rien à la Sécu. Et les hôpitaux, c'est pour les insolvables. Donc les assurés sociaux, jusqu'en 1941, n'ont même pas le droit d'aller à l'hôpital puisqu'ils sont solvables. C'est formidable. Donc, vous avez un excédent en 1930 des assurances sociales de 1930, oui, l'excédent de la cotisation des assurances sociales de 1930 qui allait à la santé est excédentaire et va au déficit des allocations familiales. En matière de retraite, il ne se passe pratiquement rien, au point que, pourquoi ? Parce qu'en 1930, on est en capitalisation, dans la loi de 1930 qui rend obligatoire la cotisation à l'assurance vieillesse, ce qu'il n'était pas jusque-là, mais c'est une cotisation sur un compte de cotisations qui sont placées. Et les pensions sont financées non pas par les cotisations, mais par le revenu du placement. Or, c'est un peu une loi de la finance, pour que le flux annuel des cotisations soit égal, enfin plus exactement, pour que le flux annuel du rendement du placement des cotisations soit égal au flux annuel des cotisations, il faut 40 ans pratiquement. Si vous avez un compte en 1930 et que vos cotisations sont placées, en 31, vous n'avez rien comme pension, en 32, rien, en 41, rien. Vichy d'ailleurs tire à l'échelle, se rend compte que ce dispositif ne rapporte rien aux retraités et supprime la capitalisation pour allouer la totalité de la cotisation à une allocation du vieux travailleur salarié. La loi d'août 1946 donc va complètement subvertir la croisade d'août 1946, une autre loi va complètement subvertir les assurances sociales retraite dans le cadre du régime général. Encore une fois, que je l'ai dit dès le départ, en faisant de la pension, non pas la contrepartie de cotisation, j'ai cotisé, j'ai droit, mais le maintien d'un salaire de référence. À quoi le patronat riposte dès 1947, ce prétendu patronat déconsidéré, enfin, etc., tout le baratin qu'on nous raconte sur la question, qui n'a rien à voir avec la réalité. Dès 1947, le patronat riposte par la GIRC, c'est-à-dire j'ai cotisé, j'ai droit. Les travailleurs en retraite ne sont pas des travailleurs, c'est d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation, qui ont droit à la solidarité intergénérationnelle, comme on dit. Tout ça, nous sommes dans le discours et la pratique capitaliste. Donc, en 1946, les communistes subvertissent une institution qui était déjà là. Le cœur de cette institution, c'est un truc vraiment assez puant, qui était les allocations familiales. Les allocations familiales, elles sont créées à partir de la fin du XIXe siècle comme instrument de guerre patronale contre la hausse généralisée des salaires. C'est pour ça que ça naît dans la fonction publique, le supplément familial des fonctionnaires, à partir de 1890 à peu près, parce que les fonctionnaires sont les seuls professionnels pour lesquels il y a un débat public sur leur salaire, leur traitement. Encore une fois, avant 1910,
le travail est en dehors des radars, en dessous des radars. Hein, et il n'y a aucune discussion publique des salaires. Hein, c'est seulement le contrat de travail, la convention de 1919, etc., qui va faire du salaire un lieu de discussion publique. Et donc, pour éviter la hausse des salaires des fonctionnaires, les députés se mettent d'accord. On est en pleine désarroi lié à l'échec de 70 et à la Commune de 71. Et la bourgeoisie répand l'idée que si on a été battu, c'est parce qu'on a été envahi par des hordes barbares venus de l'Est. On était les plus forts, mais on n'était pas assez nombreux. On était malthusiens. Il faut absolument faire des gamins. Et donc, on va profiter de cette idéologie familialiste qui est très répandue comme réponse à l'échec de 1870 pour éviter la hausse générale des salaires des fonctionnaires en la concentrant sur les seuls chargés d'au moins 2 enfants. Contre les associations de fonctionnaires, évidemment. Hein. Et on va faire la même chose dans le privé. La loi de 32 sur les allocations familiales invoque la même chose. Nous sommes en pleine crise de 1930. Pour éviter la hausse des salaires, cotisation aux allocations familiales qui concentre sur les seuls chargés de famille la hausse des salaires. Contre les syndicats, bien sûr. Ça amplifie encore en 39. 39, c'est Daladier. Hein, c'est pas beau. Hein, c'est un gouvernement qui nous conduit doucettement vers Vichy. Hein, et vous avez le code de la famille en 39, un truc assez répugnant, d'accord, qui régule les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est un truc qui est du supplément familial, sur salaire familial, pardon, qui suppose qu'on soit en poste. Si vous n'êtes pas sur votre poste, vous n'y avez pas droit. Si vous êtes en congé de maladie, au chômage, ou retraité, chargé d'enfants, pas d'alloc. C'est vraiment un supplément de salaire. On est là dans une arme de guerre patronale. En 1946, si les communistes avaient été anticapitalistes, ils auraient dit « du passé, faisons table rase. Nous ne sommes rien, soyons tout ». Ils auraient été pré-marxistes. Le capitalisme comme système qui ne change que pour se reproduire. Ils auraient été bourdieusiens, d'accord ? La reproduction. Toute cette science sociale qui, aujourd'hui, tient le discours dont le capital a besoin. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a une seule classe pour soi. Prenez les Pinsons Charlot, d'accord ? Une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Nous avons un système qui génère des victimes. Là, nous sommes aux antipodes du communisme. Nous sommes dans l'anticapitalisme. Le communisme, c'est la capacité de subvertir un déjà là. Les communistes qui créent le régime général de sécurité sociale en 1946, seuls contre tous. Alors l'union des communistes aux gaullistes, c'est pas vrai du tout, évidemment. De Gaulle est tellement excédé d'avoir dû nommer des ministres communistes en novembre 1945 qu'il démissionne dès janvier 1946. Et ça va être un opposant déterminé au régime général de sécurité sociale. Il le détruira d'ailleurs en 1967, en l'étatisant. Et donc, Juppé achèvera le boulot avec les ARH, puis devenus ARS, enfin une énorme bureaucratie qui s'exonère de tout contrôle démocratique, avec les magnifiques résultats qu'on voit en matière de système de santé aujourd'hui. Donc, nous avons un dispositif qui n'est pas reluisant et dont les communistes savent s'emparer pour le subvertir. Et la loi d'août 1946 Croizat sur les allocations familiales subvertit ce déjà-là, en disant c'est du salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. C'est du salaire, c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Et ça bouge, d'ailleurs c'est pas un forfait, ça bouge avec le taux horaire du salaire ouvrier de la métallurgie. C'est du salaire versé par des employeurs, payé par des employeurs à des gens qui n'ont pas d'emploi. Toujours la même chose, sortir le salaire de l'emploi, l'attacher à la personne. C'est ça la subversion communiste. Donc, de même que le régime de retraite est complètement changé, là encore, Croizat ne fait pas la moue. Il ne dit pas, encore une fois, du passé faisons table rase. Le communiste, ce n'est pas faire table rase du passé. Pas du tout. C'est
assumer un déjà là pour conquérir la souveraineté sur le travail. Regardez comment, c'est une des raisons fondamentales de la mobilisation incroyable qu'il y a eu au premier semestre 1946 autour du régime général de sécurité sociale. Il ne partait pas de rien. S'il avait été parti de rien, ça aurait été plus facile. La plupart des salariés étaient couverts par la Sécu, dans des régimes de branches, d'entreprises, etc. Et leur patron disait, mais restez dans ce régime. Les 70 000 salariés des caisses n'étaient pas acquis du tout au nouveau régime. Ils voulaient garder leur logique d'assurance, etc., etc., etc. S'il n'y avait rien eu, ça aurait été plus facile dans un certain sens. Mais il ne se serait rien passé s'il n'y avait rien eu. La capacité qu'ont eu des militants communistes, c'est-à-dire pas simplement anticapitalistes, d'accord ? Bien sûr qu'un communiste est anticapitaliste, mais pas que. De subvertir ce déjà-là pour démarrer un État communiste. Qu'est-ce que c'est qu'un État communiste ? Je vous renvoie au bouquin avec Lordon, encore une fois, il faut que je fasse un peu de teasing pour le bouquin quand même. Hein. Nous élaborons de conserve le concept d'État communiste, ce qui pour des partisans du dépérissement de l'État, pose un peu problème. Donc, il y a des fonctions collectives, macroéconomiques, qui s'imposent avec force de loi. C'est ce qu'on appelle l'État. Et le régime général de sécurité sociale, c'est une institution d'État. Sauf qu'elle est gérée par les travailleurs eux-mêmes. C'est un État communiste. C'est pour cela que toute l'ambition de De Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, sera de supprimer cet État communiste. Dès les décrets de 60, j'insiste pas, en créant cette saloperie qu'est l'école supérieure de sécurité sociale de Saint-Étienne, où on forme des élèves venus de Sciences Po, Strasbourg ou autres, à gérer la Sécu sans aucune... enfin, en se foutant éperdument de tout contrôle démocratique... et supprimera les élections de travailleurs et instaurera le paritarisme, c'est-à-dire le patronat, hein, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons, et FO à l'époque, la CFDT aujourd'hui, dans la sécurité sociale, avant que Juppé achève le truc. Hein. La réponse capitaliste à l'État communiste, c'est forcément l'État capitaliste. Hein. Et en matière de soins, nous sommes aujourd'hui dans un dispositif d'État capitaliste qui est désastreux. Mais vous voyez qu'encore une fois, comme attitude révolutionnaire, l'attitude révolutionnaire, c'est pas de dire nous allons... Vous voyez, il y a une espèce il y a un truc extrêmement dangereux hein, dans la vision du communisme qui consiste à dire il faut d'abord prendre le pouvoir d'État. Et puis quand on a pris le pouvoir d'État, on construit le socialisme. Et puis arrivé à une certaine maturité, ce sera le communisme. Transposition singulière d'un truc que je connais bien comme Cato. Hein. Il faut passer de l'autre côté. Et puis il y a le purgatoire. Puis après le purgatoire, le paradis. Comme Cato, je sais aussi qu'on entre en humanité qu'en sortant du paradis, justement. Non pas chassé du paradis, mais libéré du paradis. Je laisse ça à votre méditation, d'ailleurs, pour terminer. Merci beaucoup Bernard. On va peut-être laisser la place encore à quelques questions orales cette fois, avant de terminer. Je ne sais pas s'il y a des volontaires parmi vous. Malheureusement, on n'a pas pu lire toutes les questions que vous avez écrites parce qu'on en a encore beaucoup. Mais s'il y a une ou deux questions orales pour finir, peut-être. Alors, le mot de mérite et communisme, est-ce que c'est vraiment contradictoire en fait ? Le mot De mérite, de méritocratie. Souvent, moi, je l'entends comme une sorte d'anathème, et à l'extrême gauche, j'ai vraiment l'impression que l'on déteste tous ce mot pour des raisons rationnelles, philosophiques, liées à nos connaissances
déterministe, etc. Mais en fait, au final, si on mettait en place ce que vous préconisez, c'est-à-dire un modèle sécu plus salaire à vie, par exemple, est-ce que ce ne serait pas les bases d'une sorte de méritocratie communiste, en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser ce mot-là aussi? Oui, moi, ma tendance spontanée, c'est de donner un sens nouveau aux mots. C'est pas de créer des nouveaux mots ou de les changer. Donc, par exemple, j'ai maintenu mordicus le mot salaire, alors que dans ma tradition militante, à l'horizon, c'est l'abolition du salariat. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Puissance du salariat. Alors, pas la puissance du salariat, comme le chantait Georges Federman au début, hein, mais les puissances. Si le salariat était puissant, ça se saurait quand même. Et puis, c'est puissance, c'est le salariat en puissance, pardon, hein, c'est au pluriel le mot puissance. Il est paru en livre de poche, je vous signale, hein, Puissance du salariat. Il est en point-seuil depuis mai dernier, allez-y. Avec une préface nouvelle que j'ai écrite en janvier et qui est remarquable, donc n'hésitez pas, hein, dans laquelle je me situe par rapport à ce que j'ai écrit à l'époque, disons. Hein, donc, méritocratie, pourquoi pas un jour restituer le mot, j'en sais trop rien. Hein. Pour le moment, ce qu'il évoque, encore une fois, c'est quand même la fable que, pour le coup, Bourdieu a très bien montré. Les travaux bourdieusiens ont des résultats tout à fait intéressants, hein, même si leur idéologie globale, pour moi, est désastreuse. C'est quand même des gens très intelligents qui ont fait beaucoup de travaux et il y a énormément de résultats tout à fait intéressants. Donc, les travaux de Bourdieu sur l'école, même s'ils sont totalement glaçants, moi je ne peux pas supporter un certain nombre de ses propos, mais montrent que ce qu'on appelle la méritocratie scolaire est évidemment complètement déterminée par l'origine sociale des méritants. Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais qui ne servent qu'à confirmer la règle. Donc c'est pour cela que, en plus, comme en général, le patronat entretient la confusion entre qualification et certification, de fait, souvent, quand je propose du salaire à la qualification, c'est vu comme la méritocratie scolaire in aeternum. Hein. C'est pour ça que je me défends de cela, disons. Hein. Mais peut-être que le mot... Alors, bien sûr que dans la hiérarchie des qualifications, les jurys de qualification vont s'appuyer sur une évaluation de ce qui a été fait par le candidat. Donc, dans cette évaluation, il y aura un lien entre la qualité de ce qui a été fait et la montée en qualification. Qu'est-ce qui m'embête dans mérite, c'est que en général, on dit que tout travail mérite salaire. Hein, et ça, j'aime pas ça du tout. Hein. C'est tout salaire qui mérite travail, bien sûr. Hein. Moi, j'avais une question sur la notion de production. Notamment, vous avez... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez non défini sur ce qu'est la production. Et vous avez aussi, par exemple, évoqué la notion d'utilité sociale. Donc, quelque part, de production utile à la société. Et est-ce que utiliser, ou en tout cas attacher le salaire à une notion de production, sans ôter la nécessité politique d'avoir un salaire qui est attaché à la personne, il n'y a pas quelque chose à créer derrière cette notion de production et de définir qu'est-ce qui est de la production, qu'est-ce qui n'en est pas, alors qu'aujourd'hui elle est très très usitée dans le capitalisme, par les capitalismes, pour dire voilà, c'est nous qui produisons. Voilà. Enfin, genre, je ne sais pas si je suis très clair même moi, j'ai pas. Alors, disons que, oui, merci. Je pense qu'il faut effectivement revenir sur cette question de distinction entre production et non-production, entre activité et travail. Hein, ça, toute notre vie est liée, sauf quand on a des fonctions purement physiologiques. Encore si je pisse pour
pour un cabinet, enfin un centre de biologie, je travaille. Donc, mais globalement, on est dans l'activité, hein, et une partie seulement de ces activités sont réputées productives. Dans le capitalisme, là je vous renvoie à un texte, si vous n'êtes pas obligé de vous fader tout Marx, hein, mais au moins le chapitre inédit du Capital, d'accord, qui est un texte qu'il écrit en 63, 64, 65, c'est-à-dire au moment où il démarre l'écriture du Capital, et qui est un texte fulgurant et assez court, d'accord. Donc chapitre inédit du Capital, d'accord, et dans lequel il montre, hein, comment le capitalisme fait de la valeur, donc le travail. Hein, le travail, c'est ce qui produit de la valeur économique. Hein. L'activité produit de la valeur d'usage. Le travail, à l'occasion de valeur d'usage, bien sûr, le travail repose toujours sur une production de valeur d'usage, hein, produit de la valeur économique. Et il montre le caractère complètement tautologique de la production de valeur dans le capitalisme. Hein, c'est-à-dire que cette mobilisation spécifique, hein, de la science, de la technologie, de l'organisation, qu'est le travail, a comme but lui-même. On produit de la valeur pour produire de la valeur, dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit, et pour mettre en valeur du capital. Ça a des effets absolument désastreux. C'est clair, on est maintenant parfaitement en face de la folie de cette production de valeur pour la valeur, qui, parce qu'elle génère une substitution du travail mort au travail vivant, hein, pour augmenter le taux de plus-value, engendre du coup une baisse du taux de profit, hein, puisque le taux de plus-value c'est PL sur S, sur salaire, mais le taux de profit c'est PL sur capital constant, enfin machine, hein, travail mort, plus salaire. Alors s'il faut de plus en plus de travail mort par travailleur vivant, par unité de travail vivant, en fait le taux de profit diminue. Et cette diminution du taux de profit qu'on constate alors depuis 40 ans, il y a une baisse de la productivité tout à fait considérable, hein, entraîne une fuite en avant, mais folle, du capital, hein, éperdue, hein, pour rattraper par la quantité de plus-value ce qu'il perd en taux de profit. D'où il s'attaque à toute la production de services publics, enfin, etc. Il privatise, il rend capitaliste des tas d'activités, des tas de productions qui se porteraient beaucoup mieux si elles ne l'étaient pas, etc. etc. Bien. Ça, c'est l'effet complètement désastreux, qui par ailleurs, d'un point de vue anthropologique, sépare les travailleurs des fins et des moyens de leur travail, puisqu'ils travaillent comme pur capital. C'est du capital variable, comme le dit Marx. Mais ce qui est intéressant chez Marx, c'est ça le truc qui est intéressant, hein, c'est que les situations sont toujours ouvertes. On n'est pas chez Bourdieu dans la dénonciation du mal. On est dans une analyse des contradictions qui animent le capitalisme. Et ce qu'il nous dit, c'est que, à travers cette folie de la production de valeur pour la valeur, il n'empêche que c'est déployé à l'échelle internationale à un niveau inouï jusque-là, une division du travail, une mobilisation, je reprends ma trilogie, de la science, de la technologie et de l'organisation, qui, certes, est vouée à la folie de rendre la planète inhabitable et de passer 50 ans de notre vie à aller sur Mars, bon, alors, en humanité augmentée en plus, enfin bon, tout ça est complètement con, je suis bien d'accord. Mais renoncer à cette ambition, que j'ai définie comme production, à la différence de l'activité. Renoncer à cette ambition de produire, c'est-à-dire d'assumer
à l'échelle territoriale qu'il faut. Tout n'est pas à l'échelle internationale. On parle de relocaliser à très juste titre tout un tas de productions, bien sûr. Mais il peut y avoir, je ne sais pas, des vaccins, tout ça, c'est des choses qui se jouent à l'échelle internationale, bien sûr. La réflexion scientifique, ça joue à l'échelle internationale, etc. Bon, bien. Mobiliser toute une partie de nos activités à des fins de production, c'est-à-dire d'un rapport, c'est le mot volontariste qui me vient, mais il n'est pas bon, et je vais me faire tout de suite, je vais recevoir des kilos de peau de banane de la part de ceux qui disent que nous allons dans le mur productiviste, etc. etc. Mais je tiens mordicus qu'au programme du communisme, il y a l'ambition dont est porteur le capitalisme. Nous sommes une espèce de mammifères spécifique. Et nous avons une responsabilité spécifique. Et nous donner comme projet collectif, nous adapter à un monde fini, non. C'est ça la production, c'est de ne pas renoncer à l'inouï. Et je vais me permettre deux questions. La première est très courte. Et par rapport à ces mots d'ordre que vous dites de passer par exemple aux 250 heures pour les intermittents, et la question est-ce que du coup ça suppose forcément un élargissement de l'assiette de cotisation dès maintenant ou même une augmentation des cotisations? Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est plus pour rebondir à votre questionnement, à vous que vous nous avez posé plusieurs fois. Et, si on prend l'exemple de cette carte qui a été donnée pour les jeunes, pour les lycéens, etc. Et finalement, là, la question, c'est que cette carte, finalement, elle est très peu ciblée dans le sens où, voilà, les jeunes, ils peuvent aller à la FNAC acheter ce qu'ils veulent en réalité. Du moment où c'est un bien culturel, mais finalement, il s'agit plus de voir une délibération conflictuelle sur quels sont les acteurs, voire les personnes qui vont être conventionnées. Et à partir de ce moment-là, peut-être on sort de cette contradiction entre est-ce qu'il faut donner aux acteurs culturels uniquement ou aussi ouvrir au public général pour la production des cultures à partir d'où? Parce que je ne vois pas pourquoi ça serait l'une contradictoire par rapport à l'autre. C'est plus un curseur qu'il faut voir peut-être. Oui, alors, entièrement d'accord. Merci de m'aider à clarifier des idées qui pour moi ne sont pas très claires. L'essentiel, c'est de ne pas conventionner la FNAC, évidemment. Et donc, si le pass jeune, c'est pour aller à la FNAC, non. Ça c'est clair, c'est pas du tout une anticipation du futur. Mais comme tu m'avais dit que c'était pour déconventionner, je me suis dit peut-être. Mais non, si la FNAC est éligible au truc, c'est sûrement pas. Il faut que dans les critères de conventionnement, les professionnels ne relèvent pas du marché des capitaux, que les entreprises soient la propriété de leurs salariés, etc., etc. Enfin, il y a tout un tri de critères, d'accord, pour que cette production soit communiste et pas une production capitaliste subventionnée par un marché captif, comme l'est aujourd'hui, hélas, depuis la privatisation. Pas du tout au départ, mais l'assurance maladie, c'est un marché captif pour Sanofi. Ça n'était pas au départ parce que la production de médicaments dans les années 60, c'était uniquement des entreprises publiques. Mais ça a été privatisé à partir de Chirac et de la première cohabitation, et c'est devenu une vache à lait pour des groupes qui n'ont même pas été foutus de faire des vaccins en demeurant. Enfin, c'est une catastrophe totale, tout simplement. Donc, peut-être que poser la question conventionner des professionnels ou conventionner des profanes, ce n'est pas la bonne façon de poser la question, vous avez raison. Le problème, c'est conventionner des acteurs qui se situent dans la souveraineté sur l'activité culturelle, bien sûr. Donc, merci de m'aider à clarifier mon propos. Non, le premier, c'était quoi? Je ne me souviens plus.
On va passer aux 250 heures. Alors, disons que il faut de toute façon augmenter la part socialisée du salaire. Un. Deux, il faut que ce soit interprofessionnel. C'est hors de question que ce soit les entreprises culturelles qui augmentent leur taux, bien sûr. Il faut que ce soit interprofessionnel et qu'il y ait une augmentation du taux de cotisation. Ça, c'est évident. Ça, c'est toute la dynamique des années 60 et 70 qui est une dynamique extrêmement vertueuse et à laquelle il faut que nous revenions. Augmenter le taux de cotisation. Mais ça suppose que la CGT, au Parti communiste, à FI, on préconise d'augmenter le taux de cotisation, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Enfin, j'ai vu que FI préconisait d'augmenter de 0,25 points par an la cotisation à l'assurance vieillesse. Bravo, ouf, il y en a quand même un qui s'y met. Mais depuis des décennies, vous avez un abandon du mouvement des travailleurs organisés, de ce qui a été le cœur de leur bataille, hausse du taux de cotisation, hausse de la part socialisée du salaire. La revendication actuellement à la CGT ou au Parti communiste, par exemple, que je connais bien, puisque c'est ma militance, ou à la FSU, je suis à la FSU, mais la FSU, Solidaire, CGT, tout ça c'est très proche, c'est modulation du taux de cotisation selon le caractère plus ou moins vertueux des entreprises vis-à-vis de l'emploi. Enfin, une proposition totalement désastreuse, qui montre bien la défaite idéologique dans laquelle nous sommes englués à la gauche de gauche aujourd'hui. Donc, ça, ce que vous dites est juste, bien sûr. Il faut augmenter le taux de cotisation. Quand vous dites augmenter l'assiette, bien sûr, nous, ce que nous préconisons à Réseau Salariat, c'est que l'assiette, ce soit la valeur ajoutée et pas la masse salariale. Parce que si c'est la masse salariale, l'assiette des cotisations, la tendance, c'est de réduire la masse salariale. Donc c'est finalement quand même très dangereux de poser comme assiette de la socialisation du salaire la masse salariale. Je pense que l'assiette de la socialisation du salaire, ça doit être la valeur ajoutée dans l'entreprise, pas sa masse salariale. Sinon, c'est une incitation à réduire la masse salariale pour réduire les cotisations. Et la réponse à une hausse du taux de cotisation dont l'assiette serait la masse salariale, serait évidemment de réduire la masse salariale pour compenser la hausse du taux de cotisation. Mais c'est évident que c'est comme ça que ça se passerait. Donc il faut changer l'assiette et passer à la valeur ajoutée, bien sûr. Toutes les préconisations qu'on fait à Réseau Salariat pour socialiser la valeur, c'est d'avoir comme assiette des cotisations, non pas la masse salariale, mais la valeur ajoutée. Mais cela dit, il faut encore aller plus loin. Je pense qu'il faut procéder par création monétaire. Et ça, c'est encore une toute autre question. Je vous renvoie à des travaux en cours à Réseau Salariat mais qui s'inspirent de collègues comme Bruno Terret, qui disent que dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre même de l'euro, parce qu'il y a un coût politique absolument énorme à sortir de l'Union européenne, plus les réflexes nationalistes que ça peut susciter, qui ne sont pas bien fameux. Dans le cadre de l'Union européenne, nous pouvons parfaitement créer du moyen de paiement. Il ne faut pas l'appeler monnaie, il ne faut pas l'appeler euro. Bon, mais si on l'appelle ni monnaie ni euro, ça marche, d'accord ? Ça ne contrevient pas au traité. Nous pouvons créer des moyens de paiement qui soient de la monnaie marquée, précisément, qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. Donc nous allons pouvoir... Vous voyez que le problème de la proposition d'augmenter le taux de cotisation, c'est qu'il suppose toujours qu'il y a un préalable à la distribution du salaire, c'est qu'il y a une production. Alors que poser le salaire comme un droit politique, c'est poser que le salaire seul est le préalable à la production. Ce n'est pas un résultat de la production, c'est la condition de la production. Et donc, au temps zéro, au début d'un cycle de production, il faut créer de la monnaie. Créer une monnaie qui va assumer les salaires et, par exemple, assumer le salaire à la qualification personnelle des personnels de la culture. Ce ne sera pas 250 heures, ce sera 0. C'est tout à fait important, cela. D'en finir avec la contrainte du cachet.
Merci, merci beaucoup Bernard. Je crois que l'heure arrive à sa fin. Merci beaucoup pour cette présentation et pour toutes les questions. Allez acheter les livres de Bernard Friot, pas à la FNAC bien sûr. Hein. On remercie aussi le Blue Note Café qui a permis cet événement. C'était une première ce soir. Les pintes sont à 4 € seulement, donc profitez-en. Et Bernard, si tu veux rester un peu avec nous, discuter aussi, voilà, soyez libre de venir nous voir. Et merci pour tout. Voilà.